Le 4 juin 1989, sur la place Tiananmen à Pékin, l'armée réprime ceux qui manifestent depuis des semaines. Cet homme n'est pas armé. Personne ne connaît son nom, ni ce qu'il adviendra de lui après cet acte de rébellion. Bonsoir. Les exemples de figures rebelles sont nombreux, de Guillaume Tell au Che Guevara en passant par Jeanne d'Arc ou Martin Luther King. Ça, c'est pour l'histoire. Mais des rebelles, il en existe dans la vie de tous les jours. Il s'agit peut-être de votre voisin, de votre collègue ou de vous-même. D'ailleurs, au fond de nous pensons tous avoir été une fois ou l'autre anticonformistes ou différents des autres. Mais nous allons voir qu'il n'est pas si simple de se révolter. Il faut de l'audace et surtout beaucoup de courage pour s'opposer à l'ordre établi. Comment des personnes comme vous et moi sont soudainement amenées à se rebeller? Quels sont les facteurs qui favorisent ou au contraire empêchent l'émergence de la rébellion? Réponse ce soir. Bienvenue dans la tête d'un rebelle. Dans l'heure qui suit, vous découvrirez une série d'expériences qui testent notre capacité à nous rebeller. Faire le mouton ou s'opposer au groupe, c'est dur parfois de faire son choix. J'étais plus sûre. Parce que de voir la foule qui va dans un même endroit, c'est un petit peu l'esprit de groupe, quoi, où on va, où tout le monde va. Et puis bon, moi je refuse de faire ça maintenant. Vous verrez également que même dans les contextes les plus autoritaires, certains trouvent la force de résister. On a une pression énorme, intérieure, extérieure, sur les épaules partout. Et on ne la sent pas venir. Et finalement, elle était là, elle était présente. Pour moi, aujourd'hui, il est difficile d'être rebelle. Néanmoins, je crois qu'il y a de l'avenir pour l'identité de rebelle. Mais pour le moment, installez-vous, nous vous emmenons dans la tête d'un rebelle. Section. À l'armée, on me dit non, il faut pas réfléchir, il faut obéir. Je suis là, je me dis, qu'est-ce que je dois apprendre là? C'est quoi cette manière d'organiser le monde où, avant même que j'ai compris comment le monde est, je dois être prêt à tuer des gens, si jamais, puis à obéir à des ordres, à pas discuter. Je vise sur des cibles avec des formes humaines. Alors je me sens pas très bien. Comment est-ce que le militaire peut aller jusque-là? Et je me suis dit, mais là c'est non, quoi, ça c'est pas possible. Donc je vais sûrement pas faire partie d'une institution qui légitime ça quelque part. Mes amis me disent, mais arrête, quoi. Joue le jeu, pas de problème, ça va, tu supportes. Donc comme ça, c'est à 21 ans finalement que j'ai pu déclarer mon refus, aller à l'armée et puis faire face au tribunal. J'étais remis en question, je veux dire, c'est fou. On me faisait peur, on me disait que j'aurais pas de métier, que tout mon avenir serait menacé si je persistais à refuser. Et le juge aussi, il me dit, c'est vous qui avez un problème, vous avez une faiblesse. Vous avez une incapacité. Et quand j'insiste en disant non, mais c'est l'humanité qui a un problème, qui doit arrêter les guerres, et puis un moyen, c'est d'arrêter ce système-là, cette logique-là. Alors évidemment, là, je passe comme objecteur de conscience politique, le pire, quoi. Quand on n'est pas d'accord avec l'autorité, on la remet en question. On ne suit pas. Parce que cette autorité, elle fait des erreurs. Et là... de m'obliger de faire l'armée, je trouvais que c'était une erreur, et puis après de me mettre en prison pour me punir de ça, c'en était une autre. Donc ça aide à avoir un regard critique et être prêt à remettre en question cette autorité-là, en tout cas. Remettre en question l'autorité, s'opposer aux normes établies par la société et parfois même réussir à changer les règles du jeu, c'est la définition généralement admise de la rébellion et de l'anticonformisme. Si ce comportement est à la portée de tout le monde, en réalité, rares sont les dissidents. Nous avons une très forte tendance à presque tous nous conformer, même quand nous pensons être dans le juste, même lorsque la situation peut sembler complètement absurde, nous agissons comme le groupe, sans le remettre en question. Je vous propose de regarder l'expérience qui suit, elle est à la fois drôle et éclairante. Nous avons convié des volontaires à participer à une expérience bien connue dans le monde scientifique, l'expérience de H. Serrez-vous un peu par ici. Elle cherche à voir combien il est difficile de s'opposer à une majorité lorsque celle-ci a clairement tort. Mais évidemment, nous leur donnons un faux prétexte. Alors, bienvenue. Si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'ensemble, on va réaliser une expérience. On va tester votre acuité visuelle. C'est assez simple, je vous explique.
La question est la suivante. D'après vous, quelle barre, la A, la B ou la C, correspond à la barre étalon? Comparez la barre de gauche à celle de droite. Quelle serait votre réponse, A, B ou C? Que vont dire nos participants? Une fois qu'ils ont leur réponse, ils se placent derrière le panneau correspondant. Merci. Cette fois, tout le monde semble d'accord. C'est la réponse C. C'est ce que vous aviez trouvé, n'est-ce pas? Le jeu continue et à nouveau, tout le monde est d'accord. Passons à la question suivante. Ça y est, vous avez la réponse? Cette fois-ci, c'est évidemment C, vous en conviendrez. Voyons ce que pense notre groupe. La A, vraiment? En fait, tous les participants sont nos complices et ont l'instruction de répondre faux à certaines questions. Enfin, tous, sauf cette jeune fille. Comment pensez-vous qu'elle va réagir? Le jeu continue. Le but est de voir si à la longue, le volontaire testé va se conformer au groupe. La jeune femme suit sa conviction, mais le malaise s'installe. Je me sentais en marge, comme si je refusais d'être un petit mouton. Je sais pas en fait, mais parce que j'étais vraiment convaincue que c'était la bonne réponse et qu'il fallait pas que j'aille là où les autres allaient. Les autres participants vont-ils ressentir la même gêne que Victoria? Je me demande si je suis pas à côté de mes pompes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvée sur une lettre différente des autres. J'ai trouvé que c'était vachement sympa, quoique bizarre à partir du moment où mon avis, enfin le choix que je faisais, a commencé à totalement différer de celui des autres. Je me dis non mais c'est mes yeux, il y a quelque chose qui va pas avec mes yeux, c'est pas possible. Donc je suis un peu mise comme ça, les mains dans les poches, pour regarder si j'avais une autre vision de la courbe, mais non. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Yannick est tellement déstabilisé qu'elle en perd l'équilibre. La majorité exerce une pression sur les individus, une pression normative, qui consiste à rappeler à l'individu qu'il est soit dans le groupe, soit en dehors du groupe. Ok, merci. La pression de la majorité a donc des effets très importants sur les participants. Jusqu'à quel point vont-ils résister à cette pression? Merci. Recommençons encore une fois. Regardez bien les barres. Cette fois-ci, on teste le jeune homme au t-shirt On rouge. continue. Comment va-t-il réagir quand tout le groupe fait faux? Sur les 13 fois où le groupe annonce une réponse fausse, le jeune homme cède à 3 reprises. Il renonce à son avis pour se conformer à celui des autres. T'es peut-être arrivé qu'une ou deux fois je me laisse influencer, oui. Voilà. Vous savez dire pourquoi? Peut-être parce qu'au bout d'un certain nombre de fois, on a trop de doutes et on se dit ouais, du coup là c'est moi qui est faux. Et puis après je me suis repris en main et je me suis dit tant pis, c'est pas grave, moi je vois les choses de cette façon-là et si les autres ne les voient pas de cette façon, tant pis pour eux. Tout comme Nathan, les sujets testés dans l'expérience originelle donnent un tiers de réponses fausses dans l'unique but de se conformer aux autres. C'est le moment qui explique en quoi consiste cette dépendance normative qu'on a envers les groupes. C'est qu'à un certain moment, on se dit qu'être dans le groupe est plus important que ce qu'on a vu effectivement. Didier Courbet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université d'Aix-en-Provence-Marseille. Vous avez mené différentes recherches sur la question du conformisme et de l'anticonformisme, notamment sur l'influence des médias sur la population. Alors aujourd'hui, ce soir, on parle de rebelles, mais en réalité, on n'est pas tous des rebelles. On a plutôt tendance à respecter les règles, à se conformer. Qu'est-ce que c'est exactement le conformisme ? Le conformisme, c'est faire et penser ce qu'on attend de nous. Autrement dit, ça consiste à se conformer aux attentes de la société. Alors, on apprend à se conformer dès tout petit.
C'est-à-dire que l'enfant lui apprend à obéir, déjà dans sa famille, mais ensuite à l'école, puis à l'université, puis ensuite dans l'entreprise. Autrement dit, on apprend, on conditionne les gens à obéir. Et si vous voyez bien, les personnes qui désobéissent ont tendance à être exclues du groupe. En fait, c'est important pour la société. Oui, c'est important parce que ça permet la bonne marche de la société. Ça permet aussi à l'être humain de dépasser son égoïsme pour pouvoir vivre ensemble. Et individuellement, c'est plus simple de se conformer, si je comprends bien. Oui, c'est bien plus simple, c'est plus confortable. Il faut bien noter qu'obéir, donc se conformer, quelque part, c'est un vrai automatisme, c'est-à-dire qu'on obéit sans conscience. C'est un peu le comportement par défaut. On est conditionné à obéir. Est-ce qu'il y a des facteurs qui font que tout d'un coup, on a plutôt tendance à se conformer ? On sait qu'il y a 2 facteurs qui interviennent. Premier point, plus le nombre de personnes qui incitent au conformisme est nombreux, plus la personne risque de se conformer. Et deuxième point, plus l'individu hésite sur son choix et pas certain de son choix, plus il a des chances effectivement de se conformer. On a vu la pression que peut entraîner le groupe. Cette pression vient du fait qu'il véhicule des ensembles de règles, des normes et les impose à ses membres. Pour comprendre comment les normes se créent et se transmettent, regardons la prochaine expérience. Notre équipe a investi une salle d'attente. Cette fois, notre présence doit être discrète. Par conséquent, nos caméras le seront aussi. Nos complices arrivent. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est maintenant au tour des participants. Ils pensent venir voir un dentiste et on leur demande de patienter à tour de rôle dans la salle d'attente. Quand soudain, les complices ont l'instruction de se lever lorsqu'ils entendent le bip. Comment vont réagir les volontaires? Vont-ils se lever? Gros dilemme. Se conformer au groupe ou ignorer ce comportement bizarre. Il y a beaucoup de moments où j'ai hésité, mais au bout d'un moment, ça faisait déjà 4, 5, 6 bips qui étaient passés, et puis je me suis dit, bon, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait, donc voilà, je continue pas, quoi. Je sais pas pourquoi les gens se lèvent, après tout, donc on m'a pas fourni de justification à ce comportement, pourquoi devrais-je le faire, en soi? Je nie pas que j'ai eu envie de me lever pour pouvoir stopper tout ce cirque, mais je l'ai pas fait. Si dans notre salle d'attente, ils étaient sur le point de se lever, dans l'expérience originelle, la pression du groupe est telle qu'il ne faut que 3 bips pour que la jeune fille en violet se conforme. Mais ça va encore plus loin. Que va-t-elle faire maintenant que le groupe a disparu? Elle se conforme donc à la norme, même quand le groupe n'est plus là. Et que va-t-il se passer quand des nouvelles personnes arrivent dans la salle? Va-t-elle transmettre la règle établie? Pourquoi vous l'avez-vous? Tout le monde le faisait. Je croyais qu'on était obligés. Aussi fou que cela puisse paraître, celle qui, il y a 2 minutes, ne comprenait pas ce qu'il se passait, est devenue celle qui transmet cette règle absurde. Ce qu'il y a de formidable avec les normes, c'est qu'avec la répétition, elles se cristallisent. Elles deviennent des comportements habituels et elles perdurent dans le temps. C'est les normes qui se reproduisent en fait. Oui, qui se reproduisent et qui se transmettent de génération en génération.
C'est ce qu'on appelle les traditions. S'il y a une tranche d'âge qui symbolise la rébellion, c'est bien l'adolescence. Mais les ados sont-ils vraiment si rebelles? Est-ce une façade ou une vraie révolution qui s'opère? Alors ça, c'est quand j'étais vraiment jeune, j'avais 14-15 ans, et puis j'avais encore les cheveux un peu longs, la taille au milieu et tout ça. Les gens ils disent que ça me ressemble vraiment pas, donc bon après je sais pas s'ils ont raison, mais voilà. Là c'est quand j'avais les cheveux déjà un petit peu plus courts, la coupe un peu plus ébouriffée, et voilà. Bon déjà on voit sur le sourire que je suis pas 100% à l'aise comme aujourd'hui. Là j'avais les cheveux bleus, du coup ça c'est ma période quand je me suis fait les cheveux de plein de couleurs. Ici je les ai rouges, mais du coup c'est pas... Le rouge c'était avant le bleu par contre. Et là c'est quand je me les suis rasés. Je m'étais fait une coloration rose par-dessus. Là c'est encore quand j'avais les cheveux rouges. Et ici c'est de nouveau les cheveux colorés avec les cheveux violets. Et là c'est la toute première photo que j'ai prise quand je me suis rasé la tête. On voit que c'est pas très bien fait en plus parce que ça avait été fait à la main. D'enfant sage à jeune fille révoltée, l'apparence d'Isabelle s'est transformée pendant son adolescence. Ces changements de style sont le reflet des évolutions qu'elle a connues dans tous les aspects de sa vie. J'ai réalisé que j'avais pas à être comme ma mère ou comme mon père voulait que je sois. Et puis à ce moment-là, j'ai complètement arrêté de travailler. Puis bon, je passais toujours très bien, mais j'étais plus dehors, j'allais moins assidûment en cours, etc. Et puis comme j'avais toujours de la facilité, j'ai eu aucun problème au collège. Mais ma mère, par contre, ça l'a bien dérangée. Donc ça, c'est les différents styles que tu portes encore des fois? Ouais, je dirais que le métalleux, je le porte plus trop là. Ça, c'est un peu l'uniforme que je portais quand j'avais 14-15 ans avec juste un jean et puis un t-shirt de groupe et puis mes Ducks du coup. Quand j'avais ma période métalleuse, j'essayais vraiment d'être différente des autres, quoi. J'avais ce but de les gens ils sont nuls et j'ai envie d'être différente. Ça, c'était vraiment une envie d'être différente, mais ça a duré, je sais pas, 2-3 ans. Et puis sinon, pour sortir, je mets des trucs vraiment... Des fringues, des piercings, des tatouages, toutes ces marques sur le corps démontrent une volonté d'être différente des autres. C'est pas chill. Un besoin typique de l'adolescence où les jeunes cherchent à se forger une nouvelle identité. On va voir l'émergence d'une forme d'anticonformisme à l'adolescence, mais je crois que le mot qui serait plus juste, ce serait une forme d'exploration. Le rôle de cette exploration, c'est que, en particulier dans nos sociétés, l'adolescent se rend compte que les normes de la famille ne sont pas nécessairement opérantes dans son groupe d'amis. Autrement dit, papa et maman ne vont pas assurer la survie sociale de Jonathan, prenons un nom parmi un autre. Donc du coup, Jonathan, lui, doit comprendre les normes de son groupe, les normes aussi de son école, les normes de son quartier, et ça devient très complexe. C'est que ça ne fonctionne pas de la même manière à la maison qu'avec les amis. J'ai un peu plus évolué dans plus de liberté d'esprit en étant juste, je sais pas, en m'affranchissant un peu du regard des autres et en étant plus ce que je voulais être par rapport à moi, quoi. Puis c'est aussi le moment où j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à fumer des joints, à boire de la bière. Quand je rentrais trop tard à la maison, ma mère elle m'engueulait, et puis plus elle m'engueulait, moi j'avais envie de rentrer à la maison, et puis j'étais pas là pour manger, et puis il m'engueulait, enfin c'est sûr on était tous en tort, mais c'était assez désagréable pour moi, c'était assez tendu, c'était assez difficile, donc c'est une période qui est passée maintenant, mais qui a quand même, il y a quand même eu beaucoup de tensions. L'adolescent revendique le fait qu'il y a d'autres normes et que ces normes-là que papa ou maman ou les deux soutiennent ne s'appliquent pas à sa réalité. Et il aimerait bien effectivement être entendu là-dedans et parfois va aller jusqu'à s'opposer ou à démontrer, à manifester son opposition par le comportement. Isabelle a désormais trouvé une certaine stabilité. Ses rapports avec ses parents se sont apaisés. Elle a le sentiment d'avoir grandi. Et ouais, ma mère, ça a toujours été quelqu'un de plutôt d'ouvert d'esprit.
Donc au début, elle était pas mal, un peu. Pour elle, c'était juste de l'esprit de contradiction, tout ce que je faisais, de me percer le nez, c'était pas parce que c'était joli, c'était pour l'énerver. Plein de choses comme ça. Mais maintenant, on s'entend très bien. Et puis, ouais, c'est vraiment quelqu'un à l'aide de qui j'ai évolué, quoi. Les adolescents questionnent les normes pour mieux se construire. À cette période de la vie, on adhère à des valeurs qui vont souvent nous accompagner pour le reste de notre existence. Des valeurs auxquelles on se réfère parfois même inconsciemment. C'est le cas de Yasmine, notre prochain témoin. Rien ne prédisposait cette femme à se rebeller, ni son choix de carrière très institutionnel, ni sa personnalité plutôt réfléchie et discrète. Celle qui est devenue rebelle à l'âge d'être grand-mère, comme elle dit, a été guidée par ses valeurs profondément ancrées et qui l'ont amenée à s'opposer à un géant industriel. Yasmine est devenue lanceuse d'alerte presque malgré elle. Je considère que je suis une drôle de rebelle parce que, en fait, moi, je fais tout selon les attentes de la société, les attentes des consommateurs, les règlements internes de Nestlé, selon les lois. Même quand il fallait lancer l'alerte, j'ai tout rapporté au tribunal, comme on doit le faire. Dans sa carrière, Yasmine a toujours tout fait bien comme il faut. Experte de la sécurité des aliments à l'Organisation mondiale de la santé, elle est débauchée en 2000 par Nestlé et devient responsable de la sécurité sanitaire des aliments. Je trouvais que c'était un poste très intéressant. J'ai commencé à développer un programme pour renforcer la sécurité des aliments au sein de Nestlé. Pour tout ce que je faisais, je devais vraiment faire beaucoup d'efforts pour les convaincre, parce que c'est très difficile de changer les esprits. Mais quand même, j'étais très respectée pour mon opinion. Ça, c'était pendant les premières années. Son rôle est de s'assurer que la production respecte bien les normes sanitaires. Elle visite les différents départements et constate vite de nombreux dysfonctionnements qu'elle peine à transmettre à sa hiérarchie. La situation se péjore en 2006 suite à un changement de politique. La direction de Nestlé fait la politique de lier le bonus des managers au retrait des produits. C'est-à-dire s'il y a des produits contaminés sur le marché et que vous demandez le retrait de ces produits, vous aurez moins de bonus. Les recommandations de Yasmine rentrent donc en conflit direct avec les intérêts des cadres de l'entreprise. Petit à petit, il y a eu des incidents qui se sont passés. Des incidents que j'avais prévenus. Et par conséquent, je devenais encore plus indésirable parce que j'avais prévenu des incidents qui n'avaient pas écouté. Mise en porte-à-faux, elle estime être victime de harcèlement de la part de ses supérieurs. Petit à petit, il a commencé à retirer mon équipe, à dénigrer mon opinion, mes compétences, à retirer mes prérogatives, à me calomnier derrière moi. Il m'a exclu des réunions. Dans les conférences, je n'avais plus la parole. Alors que vous étiez chef? Alors que j'étais la directrice de sécurité des aliments. Elle décide de porter plainte pour mauvais traitement au sein de l'entreprise et demande un audit dans son département, sans succès. Elle ne trouve aucun soutien de la part de ses collègues. Quand j'ai vu que mes collègues qui gardaient le silence devant le dysfonctionnement et que le monde entier gardait le silence, c'était comme on me poignardait dans le dos. C'était devenu très difficile après pour moi de croire à cette profession. Dans une société, dans un groupe, dans une organisation, le consensus est très valorisé. Lorsqu'il y a un lanceur d'alerte qui brise cette uniformité, qui brise ce consensus, eh bien, on va essayer de le ramener à l'ordre. Si il ou elle ne se conforme pas, alors intervient le moment de la punition, de l'exclusion, de l'ostracisme, et on l'exclut pour plusieurs raisons. D'abord, pour éviter qu'il y ait de l'effervescence et du conflit à l'intérieur du groupe. On l'exclut aussi pour éviter que ce à quoi on a l'habitude de croire soit remis en discussion. Et donc, en l'éliminant du groupe, on élimine le problème, on élimine le conflit. Convaincue de ne faire que son travail, Yasmine a essayé pendant 4 années de se faire entendre par sa hiérarchie.
jusqu'à ce qu'elle se fasse finalement licencier en 2010. Le directeur m'appelle dans son bureau et puis il me jette une enveloppe sur la table comme s'il jette un os à un chien. Et dans cette enveloppe, on m'offre 300 000 francs à condition que je signe mon silence. Ce que vous refusez. Sans reconnaissance du tort moral, je refusais. Pour moi, ma profession, la sécurité des aliments, c'était ce qui était de plus sacré. Puis en plus, je venais d'une famille où l'éducation et le professionnalisme étaient très importants. C'était notre honneur, notre fierté. Donc pour moi, la sécurité des aliments, c'était ma profession. Et ma profession, c'était ma vie. Désemparée, Yasmine entame alors un procès contre Nestlé pour faire reconnaître les déficiences au niveau de la sécurité alimentaire, ainsi que le harcèlement qu'elle a subi. Cela fait désormais 8 ans qu'elle se bat au tribunal, seule contre Nestlé. Pour l'instant, sans victoire décisive, le dernier verdict devrait être rendu cette année. J'ai vu tant de mensonges que j'avais juste un soif de vérité. Et j'ai fait le procès pour révéler la vérité. Aujourd'hui, je me sens sereine parce que j'ai fait ce que je m'étais promis de faire. Je me suis dit que je vais vous amener devant les tribunaux et je l'ai fait. Je ne sais pas quand le verdict viendra, si le verdict sera à la hauteur de mes attentes et quelle sera ma réaction à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je me sens bien de l'avoir fait. Didier Courbet, pour vous, les lanceurs d'alerte, ce sont des rebelles ? Oui, ce sont des rebelles, d'autant plus des rebelles intéressants pour la société que ce qu'ils défendent, ce qu'ils montrent du doigt, correspondent à des valeurs qu'il faut défendre pour une société. J'ai un peu le sentiment que quand on pense aux lanceurs d'alerte, c'est un peu le combat de David contre Goliath, c'est-à-dire une personne seule, isolée, qui tout d'un coup s'oppose à un mammouth, à une montagne, les grosses sociétés internationales ou même les États. Est-ce que c'est juste ? Là, c'est plus mitigé. Parce que très souvent, derrière des lanceurs d'alerte, vous avez des associations, vous avez des groupes plus ou moins formalisés. Puis à un moment donné, vous avez une personne qui prend la parole et qui lance l'alerte publiquement. Et souvent, cette personne qui a un peu moins peur du conflit que les autres, c'est celle-ci qui va un peu incarner l'alerte. Mais finalement, derrière ce lanceur d'alerte, vous avez tout un tas de mécanismes de communication, de réflexion qui s'est établi bien en amont. Donc si vous voulez, c'est un peu l'iceberg, le lanceur d'alerte. J'ai un peu le sentiment dans l'exemple qu'on a vu que finalement elle est quand même malgré tout assez seule. Finalement, est-ce qu'elle a été soutenue, cette femme ? Alors, le deuxième mécanisme, et c'est là que je voulais en venir, le deuxième mécanisme, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas soutenues par un groupe minoritaire derrière, directement en contact, mais qui vont avoir le processus suivant, c'est que dans leur enfance, dans leur histoire personnelle, ils ont eu à un moment ou à un autre des contacts avec des groupes très minoritaires. Alors je peux parler par exemple quand on est enfant, on peut vivre dans une famille où vous avez des parents qui sont plutôt des parents anticonformistes, mais l'enfant, il va adhérer à ses valeurs, il va s'imaginer, s'identifier par exemple à son père qui est très anticonformiste. Et ça va garder, il va le garder en tête pendant un certain nombre d'années, voire toute sa vie. Un autre exemple, ce sont par exemple les mythes qui sont donnés dans une société. J'ai en tête Gandhi, j'ai en tête Jean Moulin, j'ai en tête Rosa Parks, j'ai en tête Mandela par exemple. Il va mobiliser ces symboles, autrement dit, il va penser à ces mythes-là, et c'est ça qui va lui donner la force de réagir, va avoir la force d'être anticonformiste. Et vous me disiez que dans le monde managérial, dans le monde des entreprises, on a bien compris que seul, on ne va pas très loin. Oui, les futurs managers savent très bien qu'il y a certains styles de management qui permettent d'avoir des salariés qui sont un peu plus obéissants que les autres. Le principe, ça va être d'essayer de manager individuellement les personnes, c'est-à-dire de faire des entretiens plutôt individuels, de s'adresser de façon individuelle aux personnes et non pas aux groupes
Et le deuxième mécanisme derrière le management individualisé, c'est le fait de mettre les individus en compétition. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont un peu managés de façon isolée, on va les mettre en compétition. Par exemple, lorsqu'il y a un poste à responsabilité qui va se libérer, eh ben on va dire que c'est le meilleur qui va l'avoir. Ou il va y avoir des primes individuelles. Et quelque part, cette mise en compétition fait que les groupes ne se créent pas. Et quand on casse les groupes, lorsqu'on fait en sorte que les individus soient le plus isolés possible, nécessairement, l'individu isolé, il n'est pas très fort. On sait très bien dans les entreprises qu'on est fort quand on est ensemble. Diviser pour mieux régner, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Et certaines entreprises, rares sans doute, j'ose espérer, le font. C'est vrai que c'est complètement contraire à l'éthique. D'ailleurs, c'est contraire à l'éthique, mais c'est aussi peut-être contraire à l'innovation dans une entreprise d'avoir des gens, des petits soldats qui ne se rebellent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? On sait très bien que les individus qui innovent sont plutôt des individus qui sont anticonformistes, qui n'obéissent pas et qui ne suivent pas le chemin comme tout le monde. À titre personnel, si j'étais manager dans l'entreprise, je donnerais davantage la parole aux personnes qui ont tendance à remettre en cause, à critiquer le monde de l'entreprise, parce qu'on sait que c'est ceux-là qui sont les plus innovateurs et c'est peut-être ceux-là aussi qui peuvent faire avancer les choses. L'histoire a prouvé à maintes reprises à quel point un système totalitaire peut mener les individus à obéir aux ordres, parfois même les plus cruels. Mais l'histoire démontre aussi que même dans les environnements les plus autoritaires, certains osent s'élever de la masse et devenir des insoumis. C'est le cas de Pascal. Il a été un des rares à se rebeller contre l'autorité dans une réplique d'une expérience scientifique désormais devenue célèbre, l'expérience de Milgram. Une expérience où pourtant tout est fait pour se conformer. À Villecresnes, en région parisienne, nous retrouvons Pascal, un homme apparemment ordinaire comme vous et moi. Pourtant, il y a 10 ans, il s'est distingué dans un jeu télévisé un peu particulier. Le jeu a permis de me montrer qui j'étais. On ne sait pas toujours qui l'on est soi-même. On se comporte d'une certaine manière, mais on n'a pas. Donc c'est un miroir. Ce jeu était un peu un miroir à des gens qui m'ont dit finalement, t'es comme ça. Le jeu en question est issu de l'expérience de Stanley Milgram réalisée dans les années 60. Son but ? Étudier la soumission à l'autorité des individus. Pour les besoins d'un documentaire, cette expérience a été répliquée sous la forme d'un jeu télévisé. Tout de suite, nos 2 candidats. Près de 80 personnes ont participé, 2 par 2. L'un devait poser les questions et l'autre y répondre en se rappelant une suite de mots associés. Ils sont supervisés par l'animatrice qui représente ici l'autorité. Vous posez les questions, vous lui donnez la bonne réponse. Si vous arrêtez, vous perdez tout. Vous êtes maintenant le maître du jeu. Allez-y. À chaque mauvaise réponse, le questionneur envoie une décharge électrique au candidat. Au départ de 20 volts, celle-ci augmente progressivement jusqu'à 460 volts. Plus il y a d'erreurs, plus le choc électrique sera puissant. En réalité, le candidat est un acteur. Il simule les mauvaises réponses et ses réactions. Sortez-moi de là, s'il vous plaît, je ne veux plus jouer. C'était embaumé. Celui qui est vraiment testé est le questionneur. Jusqu'où va-t-il accepter d'obéir et d'envoyer des décharges électriques au candidat? Je commence à entendre des cris. Là, on voit déjà qu'au moment où il fait la mauvaise réponse, vous hésitez. Il commence à y avoir une gêne. Une gêne, bon, on est dans le jeu, j'ai dans l'esprit ce que l'on nous a dit au départ, c'est-à-dire effectivement, il faut avancer, il faut faire le jeu, etc. En même temps, bon, oui, on entend le petit aïe, je crois, à ce moment-là. Bon, on commence à rentrer dans la phase où effectivement il va y avoir de la douleur. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Donc ça commence à être gênant et mon esprit commence, à mon sens, rétrospectivement, à se poser des questions. Oui, non, comment, enfin bon. On est à, je crois avoir vu 100 volts, donc bon voilà, pour l'instant, je joue le jeu. Ce que ressent Pascal est normal. Il vit un conflit entre l'évaluation morale de la situation, c'est-à-dire provoquer une douleur chez la victime, et l'évaluation cognitive, c'est-à-dire poser les questions, envoyer la décharge. La soumission à l'autorité, c'est justement ça, dissocier ces deux évaluations sous la pression, oublier l'évaluation morale pour se concentrer sur les procédures, obéir aux ordres sans penser aux conséquences de ceux-ci.
Dans la version télévisée, c'est près de 80% des participants qui sont allés jusqu'au bout et ont administré des décharges électriques dangereuses aux candidats. Cette recherche confirme les résultats de Milgram. N'importe qui peut commettre des actes monstrueux si l'autorité qui les ordonne est considérée comme légitime. J'ai entendu quand même que ça faisait mal, apparemment. Vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Il y a eu un petit arrêt, je crois, la fois d'avant, là ça fait mal. Bon, on rentre dans j'inflige la douleur, moi je commence à plus jouer, enfin, entre guillemets, il y a ce qu'on m'a dit d'un côté, et puis on est sur un jeu qui est pas drôle finalement. Ça commence à pas me plaire. Allez-y, continuez. Elle me dit de continuer. À chaque fois, c'est une phase de réflexion. Oui, il y a ce que l'on m'a dit, il y a ce que je ressens, une petite analyse qui doit se faire rapidement. Je lui dis, je suis pas quelqu'un de rapide, donc j'ai besoin de prendre un temps que je n'ai pas. Pas de réponse. On va arrêter. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Allez-y, continuez. C'est la règle. Qu'en pense le public? Le rôle de l'animatrice est ici crucial. Chaque mot qu'elle prononce est calculé pour mettre de la pression supplémentaire au candidat et le pousser à obéir davantage. Est-ce qu'on peut arrêter ou... Vous laissez pas impressionner, continuez. Pour le sujet qui hésite, cette injonction va le pousser à se concentrer sur la procédure, donc à revenir à ses manettes et ne pas penser aux conséquences pour la victime. Pascal, lui, n'a pas pu éviter d'y penser. C'est une question d'un petit peu d'humanité. Apparemment, ce sont des volts, 200. J'ai déjà pris des décharges de 220, je sais ce que c'est. Et même si effectivement tout est prévu pour que ce ne soit pas dangereux, ça doit faire mal. Et il l'a exprimé lui-même, il a dit j'en veux plus. Continuer. Lui a dit qu'il ne voulait plus. Nous assumons toutes les conséquences. J'entends bien, mais j'arrête. À ce moment-là, je crois qu'il y a eu un déclic à un moment. J'ai pris ma décision. Après, ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à exprimer, à justifier le fait que je déroge à la règle. Et j'ai pris des engagements. Donc je suis obligé de me justifier. Oui, je n'aime pas rompre les règles pour les rompre. En revanche, donc je suis obligé, moi, d'avoir une analyse. C'est pas une décision qui sort de nulle part. Et après, je suis obligé de donner cette explication. Mais pour autant, je ne me plie pas aux règles qui m'ont été imposées si j'estime, voilà, j'ai le droit d'avoir ma propre conscience, si j'estime que c'est pas admissible. Bien, bravo. Le jeu est terminé. Tous les participants du jeu de la mort ont été très marqués par l'expérience. Pascal aussi. Là, ça me ramène à mes valeurs que je ne connais pas moi-même, c'est-à-dire des choses qui sont profondément ancrées en moi, et ça me ramène à ma vie de tous les jours en me disant oui, finalement, je me suis comporté aujourd'hui comme souvent dans ma vie, et j'ai vu finalement que j'étais ce personnage, et puis finalement, il me déplaît pas tant que ça. Didier Courbet, vous faites partie des 3 psychologues qui ont encadré cette réplique de l'expérience de Milgram à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui étiez sur place, dans la tête de ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? L'énorme difficulté, ça a été d'être capable de mobiliser leurs propres valeurs pour se dire non, mes valeurs sont contraires à l'ordre qu'on me donne. Mais malheureusement, quand on est seul, c'était le cas des joueurs, ils étaient seuls devant l'animatrice. Lorsqu'on a une pression de la part d'une institution comme la télévision, eh bien, on n'est pas capable d'aller mobiliser ses valeurs, ses propres valeurs, pour dire non, je refuse. Alors certains y arrivent, mais d'une façon générale, la norme, c'est que 80% des personnes vont jusqu'au bout. Quelle était la pression dans ce cas de figure précis? Et l'hypothèse qu'on avait émise au départ, c'était de dire que aujourd'hui, la télévision a acquis un statut tel dans notre société qu'elle a la capacité à faire aux gens des actes cruels que, fondamentalement, ils réprouvent. Et d'ailleurs, Milgram, lui, avait obtenu des résultats qui étaient l'ordre de 62% des gens qui se conformaient. Et donc ici, nous, on est arrivé à un peu plus de 80%, donc très légèrement supérieur. Et on peut se poser la question de savoir si, dans notre société, on ne serait pas peut-être encore un peu plus obéissant qu'auparavant. Alors, c'est très contradictoire, parce qu'on dit qu'on est dans une société libre, dans une société où on est autonome, on a la capacité de choix, mais on se rend compte que finalement, on est dans une société où on est très individualiste. Et quand on est du coup trop individualiste, quelque part, parfois, on fait des bêtises. Et comment vous expliquez que certains y arrivent et s'opposent et disent stop?
Quand on a fait le suivi après et les enquêtes pour essayer de voir qui étaient les personnes qui désobéissaient, on s'est rendu compte qu'elles avaient un profil un peu particulier. Tout d'abord, c'était avant tout des personnes qui avaient déjà, dans leur expérience, eu des actes légèrement de rébellion. C'est-à-dire, c'était des personnes qui avaient déjà manifesté, qui avaient fait des manifestations politiques. C'est des personnes qui avaient parfois souvent signé des pétitions, qui avaient une espèce de culture un peu de l'anticonformisme. Ça, c'est un premier point. Et puis, autre point important également, c'est que ces personnes ont, semble-t-il, quelques caractéristiques relatives à leur personnalité. C'est-à-dire, il y a des traits de personnalité de rebelles. Donc, si le contexte et l'environnement s'y prêtent, effectivement, on a montré que des personnes qui, par exemple, avaient des traits de personnalité qui étaient plutôt des personnes très consciencieuses, qui est des personnes qui aimaient être très organisées pour faire quelque chose, elles avaient une espèce de petite prédisposition effectivement à obéir. Et à l'inverse, les personnes qui étaient un peu moins consciencieuses avaient une espèce de plus une prédisposition à désobéir. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on a montré également que les personnes qui étaient relativement aimables ou agréables en trait de personnalité avaient tendance davantage à obéir. Et de l'autre côté, les personnes qui étaient les moins agréables, entre guillemets, ou les moins aimables, étaient des personnes qui avaient peut-être plus tendance à désobéir. Après son objection de conscience, Yann a décidé d'assumer les côtés anticonformistes de sa personnalité. Les quelques mois de prison qui ont suivi le procès lui ont permis de réfléchir et d'affirmer ses convictions. J'ai pas envie de donner l'impression que j'ai un souci d'être normal. Je le vois plutôt comme ça. Parce que dans la normalité, il y a l'idée que on dépend de ce qu'on a autour de nous et on n'a pas de jugement, on réagit pas. Et c'est vrai que je me sens quelqu'un qui réagit, qui dit quand il n'est pas d'accord et puis qui essaye d'être cohérent ensuite. J'observe quelque chose qui est problématique, qui cause des souffrances, des pollutions, autrement des problèmes. Alors je regarde dans quelle mesure ma vie contribue à ce problème, et puis si je peux faire quelque chose en changeant ma manière de consommer, d'être, alors je le fais. Par souci de cohérence, Yann renonce à la voiture et à la télévision. Sa famille et lui sont tous végétariens et ils essayent de consommer le moins possible. Et puis toi aussi. J'aime pas ces carottes jaunes. Alors j'essaie de considérer que tout ce qu'on consomme c'est précieux et on ne va pas le gaspiller. On fait gaffe d'acheter ce qu'on consomme et puis les déchets qui sont juste comme ça de la cuisine, ils peuvent aller au compost, ils peuvent aller à nos lapins, ils peuvent... ouais. Et c'est possible. J'ai un regard très exigeant sur ma consommation personnelle et je me permets aussi de relever les problèmes de consommation des autres autour de moi. Mais c'est vrai, c'est difficile, là, quand on commence à critiquer des choses comme ça, alors là, on doit être très strict, on doit montrer l'exemple jusqu'au bout. C'est pas, il n'y a pas vraiment la place pour quelqu'un qui essaye de faire juste mieux. On doit tout de suite être parfait. Yann est enseignant d'histoire à l'école secondaire à Zurich. Il s'efforce de transmettre sa vision du monde aux prochaines générations. Alors, c'est des affiches que j'ai collectionnées pendant bien des années, et maintenant je les montre à mes élèves. Et j'essaye comme ça de leur montrer ce qui, moi, m'a interpellé, ce qui, moi, m'a fait prendre conscience de gros problèmes. Et c'est des images de réalité du monde qui sont, à mon sens, insoutenables et auxquelles il faut remédier. Pour moi, alors c'est ça le sens de l'enseignement, c'est de donner aux élèves les moyens de réagir aux problèmes qu'ils voient par eux-mêmes. Et s'ils ne les voient pas, je leur explique les problèmes. Tu essayes, et puis quand tu as une question, tu m'appelles. Il emploie la même énergie à faire naître un esprit critique chez ses enfants Harris et Dorian. Vous gardez l'eau dans leur terrier? Non, pas dans leur terrier. Non. Dans leur terrier, c'est tout le temps tout sec. Donc j'ai choisi de faire l'école à la maison pour les laisser choisir un peu ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de travailler, avoir leur rythme. Et vivre ça avec eux, c'est aussi un immense avantage de découvrir avec eux des choses, des connaissances. Quand une fois c'est mauvais temps, on dit ok, on va au musée et on apprend aussi des choses comme
Et vous qui n'aimez pas les règles, vous arrivez à les faire obéir? Oui, alors là, ça se mélange avec la vie familiale normale. C'est vrai que d'obtenir ce qu'on attend, c'est toujours une lutte, mais on a l'habitude de le faire pour toutes les autres choses, alors on le fait aussi pour l'école. Oh! Oui, c'est que tu te réjouis. J'étais un peu trop gros. Des fois, ça t'embête de ne pas avoir de télé, de ne pas avoir de voiture. Alors, quelquefois, je trouverais qu'une voiture, ça serait quand même encore bien. Et, je veux dire, pour regarder des films, nous, on n'amène aucun ordinateur et puis, quelquefois, on ne voit pas bien sur l'ordinateur. Alors, quand tu as une télé à cette grandeur, c'est mieux qu'un ordinateur à cette grandeur. Et puis, ça, je trouve le mal. On me laisse être un marginal, mais on ne veut pas que j'impose cette marginalité à d'autres. Et donc, oui, on se retrouve un peu solitaire, on nous donne l'impression qu'on est trouble-fête, qu'on est toujours à voir les choses mal, enfin à juger ou comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas facile. Pour moi, aujourd'hui, il est difficile d'être rebelle. Néanmoins, je crois qu'il y a de l'avenir pour l'identité de rebelle. Parce que ce qu'on voit au niveau géopolitique, c'est la montée des superpuissances avec des régimes très autoritaires. Et donc, du coup, plus le régime est autoritaire, plus il est lisible, plus il est simple de trouver une identité pour se rebeller envers ce régime. Donc le rebelle a de l'avenir. À l'instar de Yann, notre témoin, on retrouve souvent chez les rebelles certains traits de personnalité communs qui favorisent un comportement dissident. Mais c'est surtout le contexte social qui vient inhiber ou pousser à la rébellion. Rappelez-vous de notre expérience initiale, celle où il fallait juger de la longueur de 3 petites barres sur le tableau noir. Eh bien, il existe une variante à ce jeu, où l'on demande à l'un des complices d'aller dans le même sens que le sujet testé. Dans ce cas de figure, ce dernier n'est plus le seul à devoir s'opposer au groupe. Le dicton « l'union fait la force » va-t-il se confirmer? Regardez. Les volontaires souffrent depuis plusieurs tours d'être les seuls à donner les bonnes réponses, à tel point que certains ont même préféré suivre le groupe dans ses erreurs. Cette fois-ci, un des complices va aussi donner la bonne réponse. Comment vont réagir les participants ? C'est un soulagement. Incroyable. Oh, j'étais contente qu'une personne voit comme moi, à un moment donné. J'étais content. J'étais rassuré. Ça m'a soulagée. Je me suis dit qu'on était au moins 2. Vous savez, comme les personnes qui voient les extraterrestres. Quand ils sont tout seuls, ils passent pour des illuminés. La fonction de ce complice est ce que Solomon Asch a appelé le support social. C'est le moment où, enfin, le participant naïf n'est plus seul. Il y a quelqu'un qui confirme sa perception, il y a quelqu'un qui confirme son jugement. Les participants étaient, enfin, dans une situation où ils avaient leur propre groupe, un tout petit groupe, un groupe minoritaire, un groupe de rebelles, mais un groupe quand même. Le soutien du compère fait chuter drastiquement le conformisme. Le nombre de réponses fausses passe de 32% à 10%, d'où l'importance d'oser être le premier à se rebeller. Le premier rebelle a un effet libérateur parce qu'il montre l'exemple et il peut attirer les autres rebelles cachés. Il est donc essentiel pour un rebelle d'avoir du soutien social s'il espère pouvoir porter une cause minoritaire vers le succès. Cela dit, changer les normes établies prend du temps et beaucoup d'énergie. Juin 1991, les femmes suisses descendent dans la rue. Le principe d'égalité entre hommes et femmes est dans la Constitution depuis 10 ans, mais n'a toujours pas été appliqué dans les faits. À l'époque, Christiane Brunner était avocate, socialiste et féministe. Elle voulait agir. L'idée de grève des femmes émerge pour la première fois.
Là, j'ai réuni un petit groupe d'amis, de consultantes plus professionnelles, en disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette idée de grève des femmes? D'abord, il fallait que ce soit toutes les femmes, et pas seulement les femmes qui exercent une activité lucrative. Au début, les résistances étaient très fortes, déjà au niveau des instances syndicales, parce que les uns ne voulaient pas galvauder le mot de grève, c'était plutôt l'extrême gauche, les autres pensaient que la paix du travail était mise en cause, et du côté patronal, bon, c'était une catastrophe, évidemment. Christiane est au comité du syndicat des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, un comité exclusivement masculin. Elle doit d'abord convaincre son syndicat, puis l'Union syndicale suisse. Un vrai parcours du combattant. J'ai dû essayer, pendant de longs mois quand même, j'ai fait toute la Suisse, du nord au sud, pour expliquer ce que ça implique. Il faut venir avec nous, ça va le faire. Je me rappelle par exemple d'une histoire dans le canton de Saint-Gall. C'était tous des métallurgistes masculins. Mais le secrétaire de section leur avait dit « Vous pouvez venir avec vos femmes ». Et ils sont venus avec leurs femmes. Femmes au foyer, en général. Et ils étaient très tendus, quoi. Ils y croyaient pas, ils en voulaient pas. C'était quoi cette histoire? Et j'arrivais pas vraiment à les tirer jusqu'à ce qu'une femme dans l'Assemblée, une femme d'un certain âge, a pris la parole, a demandé la parole, a pris la parole et dit « Moi, j'ai cuisiné toute ma vie pour mon mari pour qu'il mange chaud à midi. Eh bien, le 14 juin, il va manger froid. » Et ça avait l'air de rien, hein, mais ça m'a tourné l'Assemblée. L'Assemblée, elle a compris tout à coup, ah ouais, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui n'est pas égalitaire, qui n'est pas reconnu dans ce travail-là. Et après, ils étaient partants, quoi. Ils étaient partants. C'était une émotion, pour moi, une émotion qui m'est restée, quoi. C'est très difficile pour un groupe minoritaire d'avoir de l'influence sur la majorité. Serge Moscovici a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la conversion, qui explique pourquoi l'influence minoritaire prend autant de temps. Il a distingué 4 grandes étapes dans l'influence des minorités. D'abord, une phase de révélation. C'est quand les minorités arrivent sur la scène publique et elles deviennent visibles grâce au conflit. Ils sont dans les médias, ils sont dans les rues, ils font des manifestations. Malgré ça, au début, il y a une sorte de déni. C'est-à-dire qu'on essaye de discréditer les groupes minoritaires. Et c'est là que commence ce qu'on appelle la phase d'incubation. On commence à regarder les pour et les contre, et donc on commence à intérioriser un peu le conflit qui a été créé par les groupes minoritaires. Si cette intériorisation se fait, eh bien on passe à la phase de conversion. On commence à être convaincu. Puisque les groupes minoritaires sont généralement des groupes qui ne sont pas bien vus, eh bien on n'a pas tellement envie d'être assimilés à ces groupes. Et donc, au début, la conversion se fait à un niveau privé. On est convaincu, mais on ne le dit pas. Et puis, petit à petit, on se rend compte que les nouvelles idées sont en train d'émerger. Et à ce moment-là, on peut les exprimer de façon publique. Et c'est la phase qu'on appelle d'innovation, c'est-à-dire lorsque toute la société change. Christiane et ses amis ont convaincu le syndicat. Elles sont désormais épaulées par l'Union syndicale suisse pour entraîner toute la population à participer à la grève du 14 juin. Juste ma collègue et moi. 2 alors. Oui, nous sommes juste 2. C'était dur, quoi. J'avais quand même peur qu'il n'y ait personne dans les rues, que personne ne fasse rien. Bon, j'ai eu de la chance. Les médias ont beaucoup participé. Et c'est devenu la grève de chacune et de chacun. Pas la grève des femmes qu'on avait décidé en haut lieu. Et ça, c'était génial. Le 14 juin 1991,
près de 500 000 femmes font grève et manifestent dans la rue pour revendiquer l'égalité entre les sexes. Oh ben j'étais soulagée. J'étais soulagée et puis très fière des femmes et de leur sentiment de solidarité, de leur prise de conscience, hein, qu'on pouvait faire des choses ensemble et qu'on pouvait manifester de manière ludique. Et ça m'a fait un plaisir fou. Didier Courbet, qu'est-ce que c'est être un vrai rebelle aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. On va dire, je crois que le vrai rebelle, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui y croit. Et je pense qu'une des vraies remises en cause des valeurs de la société aujourd'hui, c'est dans les grands fondements de la société. Autrement dit, remettre en cause les valeurs de consommation, peut-être de libéralisme, et non seulement les remettre en cause et le dire, mais aussi tenir sur le temps sur cette résistance et le faire savoir au plus grand nombre. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'en fait, les États devraient tenir compte de ces individus qui, tout d'un coup, montrent la nouvelle voie. Oui. À titre personnel, je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, on a intérêt à avoir une pluralité d'opinions. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on continue à aider et à participer à ces groupes minoritaires parce que peut-être que finalement, à terme, c'est peut-être eux qui ont la solution. Alors on peut en énumérer comme ça des dizaines, mais il y a bien sûr les altermondialistes, il y a ceux qui luttent contre l'hyperconsommation, il y a ceux qui défendent l'écologie, il y a ceux qui... Donc je pense qu'effectivement, c'est quasiment d'utilité publique que d'essayer en tous les cas, de les aider, d'y participer, mais peut-être pourquoi pas sur le plan financier. Et l'éducation dans tout ça? Ça, c'est une vraie question de fond. Parce que depuis tout petit, on apprend aux enfants à obéir aux valeurs. Il serait intéressant aussi que l'enfant soit capable de se dire, par rapport à ce qu'on m'a appris, par rapport à mes valeurs, là, ce qu'on me demande de faire, c'est contraire. Donc, je vais désobéir. Cet acte de désobéissance, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants relativement tôt. Obéir quand il le faut, quand ce sont des bonnes valeurs, et puis désobéir quand ce sont des mauvaises valeurs. Didier Courbet, merci. Merci à vous. Rappelez-vous de Yann, de son objection de conscience et de sa condamnation. À l'époque, la télévision suisse romande l'avait rencontré. Effectivement, en étant emprisonné, je suis puni. Et c'est une chose difficile à accepter parce que c'est au nom de convictions que j'ai décidé d'objecter. Et ces convictions, à mon avis, ne peuvent mener qu'à des choses positives, à des choses bénéfiques à notre société. Et je ne comprends pas que je puisse être mis au banc de la société pareillement, comme si je faisais des choses dangereuses ou néfastes. Quel impact vous diriez que le fait d'avoir fait de l'objection de conscience a eu sur votre vie? Jusque-là, j'avais l'impression d'être dans une société bienveillante dans laquelle je pouvais faire ce qui me semblait juste. Et bien là, non. Là, l'armée m'imposait des choses que vraiment je ressentais comme fausses, comme dangereuses. Alors ça m'a poussé à dire non. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus difficile d'être cohérent? Oui, bien sûr. D'abord, le grand passage, c'est quand on passe de la vie individuelle à la vie de famille. Alors là, on doit faire des compromis. On est deux. Et après, avec les enfants, on est 3, 4 à décider. Donc là, on doit un peu mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et pour ce qui est de vos enfants, de votre famille, vous vous dites pas des fois, ça serait peut-être mieux pour eux d'être plus normal quelque part, d'avoir une télé, d'avoir une voiture, de faire la vie comme celle des autres enfants? Ah non, je veux vraiment les inciter à trouver leur chemin et, si possible, à reconnaître les problèmes tels que moi je les reconnais. J'espère aussi trouver la bonne quantité, hein, comme on sait. Si on en met trop, les enfants ils se rebellent et ils font le contraire de ce que les parents espèrent. Je sais que mes enfants vont aussi me faire ce coup-là. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu. Je leur montre que j'ai des convictions, mais j'essaie que ça les incite à avoir les leurs.
et pas qu'ils prennent juste les miennes. Ça n'a pas de sens. Ils vivent à une autre époque, ils doivent voir les choses autrement, faire les choses autrement. Mais évidemment, j'espère, je rêve qu'ils deviennent rebelles, encore plus efficaces que moi, plus vite que moi, avec plus d'effets que moi. Ouais. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez manqué le début ou si vous voulez la revoir, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.